Bonjour, bonjour ou bonsoir, bienvenue. C'est Thomas et Daryl, journalistes MotoGP et sport mécanique, et on se retrouve pour parler du Grand Prix du Qatar qui a lieu ce week-end sur le circuit de Lusail. Avant toute chose, Thomas, comment va notre statisticien officiel du MotoGP? Est-ce qu'il est prêt pour ce week-end? Eh ben, écoute, toujours fidèle au poste, même si j'étais laissé tout seul faire une petite vidéo sur Pedro Acosta il y a quelques jours, mais qui a été très, très bien. Ah bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc cette semaine, on parle du Grand Prix du Qatar. Deux petites choses, enfin plutôt deux vidéos. La première, celle-ci, c'est sur l'historique du Grand Prix, le contexte de ce Grand Prix et la piste de Losail. Lusail, pardon. Losail, il me semble que c'est la manière dont on le prononce en français, et Lusail, Oui. c'est international. Donc voilà, on adopte Lusail. Les spécificités de la piste, les caractéristiques de la piste, le palmarès du Grand Prix. Et plus tard dans la semaine, on reviendra sur le contexte de cette saison 2025, le Grand Prix à venir, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, les Français, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas? Je suis absolument d'accord. Alors c'est parti pour donc le Grand Prix du Qatar, cette belle image promotionnelle au circuit de Lusail. À savoir sur le Grand Prix du Qatar. Thomas, je te laisse commencer. Toi qui, chaque semaine, abreuve la Dorna et donc tous les médias du monde avec des textes et des textes et des pages et des pages et des chiffres sur chaque circuit, l'historique. Voilà, on y va. Eh ben, écoute, le Grand Prix de enfin le circuit de Lusail est apparu au calendrier du MotoGP en 2004, donc ça fait un petit moment maintenant. Heu, donc cette année, c'est la 23e, édition d'un Grand Prix sur le circuit de Losail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, ce circuit a accueilli uniquement le Moto2 et le Moto3. Le MotoGP n'y a pas participé. Et ensuite, en 2021, on a eu 2 grands prix, coup sur coup, à une semaine d'intervalle. Le Grand Ah, Prix du Qatar, qui ouvrait la saison, et le Grand Prix de Doha, qui était le deuxième rendez-vous de la saison. On y reviendra un petit peu plus tard, juste après, mais voilà. Donc, c'est pour ça que, en termes de compte, aujourd'hui, cette année, pardon, c'est le 23e Grand Prix qui aura lieu sur le circuit de Losail, sachant que il y en a eu que 21 pour le MotoGP et un de plus, on va dire, pour le Moto2 et le Moto3. ça, parce qu'à l'époque, donc on est en 2020, l'épidémie de Covid-19 nous arrive, mais les Moto2 et les Moto3 sont déjà sur place à Lusail parce qu'il y a eu des tests. Oui, Donc, bon, ils étaient sur place et ils ont pu faire le Grand Prix, mais le paddock MotoGP n'était pas encore là, il était ailleurs. Donc là, plus possible de se déplacer. Situation très, très atypique, finalement, à l'image de ce qu'on a vécu à cette époque-là. Bah voilà, donc c'est aussi il y a eu 17 fois d'ouverture de saison oui, pour le circuit. C'est pas le cas cette année parce on est allé en Thaïlande, même chose l'année prochaine. En 2023 aussi, c'était en en fin fin d'année d'année, parce qu'il y avait exactement. des travaux, c'est ça? Exactement, bah, parce qu'ils ont accueilli aussi le Grand Prix enfin, ils accueillent aussi le circuit accueille aussi le Grand Prix de Formule 1, je vais y arriver. Et donc, dans la perspective d'accueillir ce Grand Prix-là, ils ont revu toutes les infrastructures. Donc on voit pas forcément à l'écran parce que le circuit en lui-même n'a pas forcément changé. Voilà, une belle Formule 1. N'a pas forcément changé, mais par contre, voilà, tout ce qui est infrastructure, on le voit, hein, dans le paddock, avec, des offices, on appelle ça. Donc maintenant, à l'époque, c'était plein de petits offices, des préfabriqués qui étaient un peu mis, derrière dans le paddock. Là, maintenant, c'est des grands bâtiments en dur, placés chacun, derrière les box, derrière chacun des box, et avec des grands écrans géants à l'image de chacun des teams. Enfin voilà, c'est voilà, un peu plus, les standards ont été revus à la hausse de ce circuit, et voilà, un peu à l'image de Doha, de la ville du pays du Qatar. Enfin voilà, c'est pour ça que ils ont le Grand Prix a été un petit peu décalé justement pour permettre de faire tous ces travaux. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi on fait le Grand Prix du Qatar? Pourquoi on va au Qatar? Alors qu'en termes de nombre de spectateurs, c'est l'une des plus basses affluences, même je crois la plus basse affluence de la saison. Alors évidemment, rappelons que c'est un championnat du monde, donc l'intérêt déjà c'est d'aller un petit peu aux quatre coins du globe, ou en tout cas le plus possible, là où il y a des circuits pour accueillir des courses du niveau du MotoGP, avec les homologations qui sont requises. D'autre part, l'intérêt d'un pays pour accueillir un Grand Prix, c'est évidemment le concept de soft power, la puissance douce. Donc c'est une manière d'exister sur la carte du monde, d'avoir de l'influence dans les relations internationales, à travers notamment l'organisation de manifestations culturelles, sportives. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des Coupes du Monde, il y a eu la Coupe du Monde au Qatar notamment, mais pas que. À chaque fois, les promoteurs, les pays
ont des intérêts, on va dire, politiques, économiques, géopolitiques à accueillir des événements. Voilà pourquoi, notamment, on va au Qatar, mais pas que, hein, c'est le cas pour la plupart des événements de ce genre. Il y a aussi d'autres raisons, Thomas, derrière l'organisation de ce Grand Prix du Qatar. Ouais, après on peut rajouter le fait que, historiquement, il y a très souvent des tests de pré-saison avant d'ouvrir la saison. Donc, le paddock se retrouve là-bas, pour des raisons surtout météorologiques déjà. Faire des essais, on peut le voir en superbike, hein, souvent ils font des essais, plutôt à Jerez, à Portimao, et ils sont tout de suite gênés par la pluie ou les conditions météo qui sont très difficiles, précaires. Donc du coup, il y a aussi ça qui rentre en jeu. C'est pour ça qu'on fait aussi des tests à Sepang. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est un peu à mi-chemin entre les constructeurs japonais qui font venir leurs pilotes d'essai, des pièces, des motos, et les constructeurs européens qui, voilà, on va dire, c'est un peu à mi-chemin de tout ça. Donc, historiquement, c'est aussi le fait que le pourquoi du comment, le Grand Prix du Qatar aussi euh, ouvre la saison traditionnellement, hein. Bien sûr, on y revient. Voilà, pas cette année, pas en 2023, mais voilà, c'est pour montrer que c'est à la croisée des chemins, on va dire. Et le fait que ce soit en nocturne, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais peut-être le rappeler, c'est à cause de la chaleur. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Alors, il y a les raisons voilà, de température. Il fait un peu moins chaud, même s'il fait chaud, mais il fait beaucoup moins chaud quand le soleil se couche. Et donc, c'est pour ça que ça a lieu en nocturne. Alors, les courses ont lieu en nocturne, hein, parce que on voit bien que les séances d'essai, en tout cas celles du matin, alors quand je dis celles du matin, pas du tout, par abus de langage, mais celles du début de journée, ont lieu en début d'après-midi. Et forcément, elles se passent sous le soleil. Donc, les conditions sont nettement différentes de celles qu'il y a en fin de journée. Donc, ouais, c'est un peu la spécificité aussi, tu vois, c'est vraiment le charme c'est le charme de ce Grand Prix-là. Toi qui es venu aussi, tu sais que c'est particulier comme ambiance de Ouais. couvrir un événement comme ça le soir, sous le feu des projecteurs. C'est Et, particulier, même pour les pilotes, c'est aussi différent. et les images exceptionnelles où on voit les disques de frein rougeoyants. Ouais, Alors ça, c'est exactement, au fabuleux. freinage. Ouais, au freinage, tout à fait. Alors on passe au circuit de Lusail en détail. Donc là, la partie plus technique, les données de cette piste de Lusail. On vous les a mis, vous avez vu sur l'image. Donc 5,38 km, l'une des pistes les plus longues de la saison, c'est ça, monsieur le statisticien? Ouais, ouais, après, il y a Silverstone aussi, hein, je crois, qui truste la première place du classement. Et après, oui, ça fait partie des plus longs tracés de la saison. Surtout, on y reviendra, mais bon, tu vas y venir. Voilà, l'un des plus larges aussi. C'est ça. Donc 16 virages, 10 à droite, 6 à gauche, ce qui en fait un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. La largeur donnée, c'est 12 mètres. Alors évidemment, c'est pas partout sur la piste, hein, quand on vous dit ça, mais c'est ce qui est communiqué par la Dorna. C'est une piste relativement large par rapport à d'autres circuits comme Jerez ou Assen, Sachsenring, où c'est moins large. C'est aussi un petit peu la marque de ces pistes qui ont été créées plus récemment, on va dire. Oui, oui, absolument. Après, c'est aussi parce que c'est des circuits qui accueillent la F1, hein. Enfin, je veux dire, qui ont été aussi pensés pour la F1, entre autres, pas que pour la moto. Donc forcément, vaut mieux un circuit plus large que plus étroit quand on veut accueillir des Formule 1. Et une ligne droite, Thomas, de 1068 mètres. C'est pas la plus longue de la saison, mais c'est parfois celle où on atteint les plus hautes vitesses. On se rappelle du record de Johan Zarco. De mémoire, c'était 362,4 km/h, quelque chose comme ça. Ouais. Et Voilà. après, non, c'est aussi parce que on sort pas d'un virage très étroit. Donc c'est aussi les motos sont très enfin sont déjà bien lancées à la sortie du dernier virage. Et, euh, et donc forcément, on atteint des grosses vitesses de pointe. Alors effectivement, c'est pas la plus longue, hein. La plus longue, alors qui n'est plus au calendrier, c'était Boud qui a accueilli le Grand Prix il y a 2 ans. Mais après, il y a aussi le circuit là, on en vient, le circuit des Amériques. Je crois que la ligne droite est un peu plus longue. On a aussi le Mugello aussi, où la ligne droite est un peu plus longue. Mais là, c'est pareil, on atteint des vitesses, des records de vitesse de pointe en MotoGP. Donc oui, c'est un circuit où, alors surtout en Moto 3, où l'aspiration joue un rôle crucial. On peut gagner presque une demi-seconde par tour, si ce n'est plus, rien qu'au phénomène d'aspiration. C'est ça. Donc, comme tu disais, au niveau de la vitesse de pointe, la différence avec Austin, par exemple, où la ligne droite fait 1200 mètres, mais on arrive moins vite parce que le virage qui commande la ligne droite est beaucoup plus serré. Donc, on en Exactement. sort beaucoup, beaucoup moins vite. Et au bout, le freinage au bout de la ligne droite d'Austin, c'est pareil. C'est beaucoup plus serré que le virage numéro 1 au Qatar, ce qui fait qu'en fait, on doit freiner plus tôt. D'ailleurs, on voit ces longues distances et ces longs freinages des pilotes, c'est toujours superbe à voir. Voilà donc pourquoi on va un peu plus vite à l'Usail. Et comme tu dis, l'aspiration très, très importante. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus loin parce que vous a concocté en fin de vidéo
nos courses historiques du Grand Prix du Qatar et vous allez voir. Bon, et la piste, à quelle machine est-ce qu'elle convienne? Peut-être que pour répondre à cette question, on va se pencher sur le palmarès. Qu'est-ce que tu en dis? Ah bah oui, c'est sûr. C'est étonnant. Enfin, sur eux, voilà, dès qu'on regarde plus en détail, c'est pas un circuit qui, tout de suite sourit au Ducati. Alors bien sûr, Ducati s'en rapproche là, hein, progressivement, bien sûr, mais c'est pas forcément, celui qui est aujourd'hui le constructeur qui domine. Pour l'instant, c'est Yamaha avec 10 victoires, depuis son introduction au calendrier en 2004 et suivi derrière de Ducati avec 8 victoires. Par contre, Honda, seulement 3 victoires, dont la dernière remonte à très longtemps maintenant. Et oui, à 2014 avec Marc Marquez. D'ailleurs, Marc Marquez lui-même, c'est pas la piste où il a le plus gagné. Il y a eu pas mal de podiums, mais une seule victoire en MotoGP. Donc là, ce qu'on vous a mis sur l'écran, ce ne sont que les victoires en MotoGP. Et en gras, ce sont les pilotes qui sont en lice en 2025. Pour qu'on fasse la différence un petit peu. Vous le voyez, donc 2020, pas de Grand Prix en MotoGP. Le recordman en MotoGP, les recordman, c'est Valentino Rossi et Casey Stoner. 4 victoires chacun, donc 3 d'affilée pour Casey Stoner de 2007 à 2009. Le recordman de victoires, toutes catégories confondues, Thomas, c'est un Espagnol, c'est ça? Ouais, bah écoute, c'est Lorenzo. Lorenzo avec 6 victoires au compteur, dont 3 en MotoGP. Donc ouais, on le sait, hein, Lorenzo, enfin, quand on se souvient un peu de l'ère Lorenzo, c'était un de ses circuits de prédilection. C'était l'un des circuits sur lesquels il était pas imbattable, mais très fort. Sauf quand il est gêné par la mousse de son casque, il y a quelques années. Il y avait eu ça, mais bon, bref, ça reste un circuit sur lequel Lorenzo, comme Le Mans, a beaucoup performé, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il a gagné dans les 3 catégories, 125, 250, Feu 125, Feu 250, qui aujourd'hui n'existe plus, remplacé par Moto 3 et Moto 2. Il me semble que c'est le seul à avoir gagné dans les 3 catégories, Jorge Lorenzo, sur cette piste de Lusail. Et donc, comme tu le disais, Yamaha, alors on pourrait penser, la longue ligne droite, la machine Yamaha va pas être avantagée, va même être désavantagée. Et non, la Yamaha, elle a gagné 10 fois et elle a gagné encore pas plus tard que 2021 par 2 fois. C'est Yamaha qui avait gagné les Grands Prix du Qatar et de Doha avec Vignales et Quartararo. Avant, il y avait eu Lorenzo, mais aussi Rossi. Exactement, et puis Vignales, hein, en 2017, on se souvient de son début de saison tonitruant où on l'avait déjà estampillé comme l'anti-Marquez à cette époque-là. Mais oui, c'est étonnant. Mais bon, après, voilà, on voit aujourd'hui que la Ducati, depuis 2022, ça reste la machine à battre parce que là, on voit pas, mais il y a aussi les victoires en sprint en 2023 et en 2024. C'est aussi Ducati qui a dominé les débats. Donc, voilà, ça va être la machine à battre, c'est sûr. On le dit toutes les semaines sur n'importe quel circuit, mais là encore plus. Ça, quand on parle avec les pilotes, souvent on dit à Quartararo, est-ce que ça va être un circuit pour la Yamaha? Et il répond, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Non, Les ça n'existe circuits, c'est plus les circuits Yamaha, les circuits Ducati, les circuits Honda, tout ça, c'est sur quelle piste est-ce qu'on va être moins désavantagé? Ouais. Voilà, en général, c'est ce qu'ils nous répondent. Ouais, comme tu le dis, Ducati a vaincu depuis 3 Grands Prix, la machine à battre. Peut-être une KTM pour briller. Il y a 2 podiums pour KTM sur la piste de Bah, Lusail. le dernier en date de Binder, c'est celui-ci, c'est ici, hein, c'était l'an dernier déjà, en deuxième place. Tu allais dire, c'était quoi ta question? Non, est-ce que tu te souviens de qui a été les Bah, pilotes KTM sur le podium? Binder par 2 fois, hein, l'année dernière et puis 2023, je crois, pas 2024, mais 2023. Je crois. Je crois qu'il y avait Paul Espargaro sur le podium, enfin voilà, de tête, hein. Paul Espargaro sur le podium et Binder en deuxième place, je crois. Et est-ce que, justement, parlons-en de Aprilia. On va finir avec Aprilia. On a fait le tour des constructeurs. Aprilia, pas encore de podium ici. On sait que Jorge Martin il va être retour à la compétition ce week-end. Oui, enfin le week-end prochain. En tout cas, il va essayer de revenir à la compétition. On attend le feu vert médical le jeudi, puis ensuite de voir comment il se comporte sur la moto le vendredi, si ça va physiquement. C'est un circuit où il a gagné les 2 sprints. Jorge Martin, pas de course longue, mais les 2 sprints. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On va un petit peu grignoter sur la prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu attends de Jorge Martin, toi, le week-end prochain? Enfin, ce week-end, on est déjà lundi, c'est vrai. Bah écoute, j'attends qu'il fasse son week-end complet et qu'il ne mette pas, comme on dit en utilisant une vieille expression, la charrue avant les bœufs, en essayant de vouloir absolument performer au détriment de la guérison de son poignet. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment
reprendre les marques avec l'Aprilia, essayer de marquer quelques points s'il peut, mais surtout de finir, d'aller jusqu'au bout sans se faire mal, sans réveiller sa blessure, sans faire un hématome, enfin voilà, sans que ça traîne encore plus pour lui, quoi. Ouais, c'est ce que je lui espère. Après, voilà, on peut imaginer qu'il fasse que le premier jour et qu'il rende la main ensuite, quoi. Bah, écoutez, pour tous les détails et pour tous les pilotes, rendez-vous donc dans 2 ou 3 jours sur cette même chaîne. Voilà, on va terminer. Jorge Martin n'a jamais gagné au Qatar, mais d'autres pilotes se sont imposés. Et on s'est dit, on va terminer en sélectionnant 3 de nos courses favorites du Grand Prix du Qatar. Si vous aussi, chez vous, vous avez des courses du Qatar qui vous ont marqué, n'hésitez pas dans les commentaires à nous en parler. Ça nous fera plaisir d'aller revoir les images parce que là, justement, en préparant ça, on s'est replongé dans les archives, on a retrouvé ces bagarres Marquez, Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, etc. Ça faisait une petite pointe de nostalgie. Donc, Thomas, je vais te lancer sur ton choix. Tu as choisi 3 courses marquantes du Grand Prix du Qatar, en tout cas disputées à Lusail. La première, c'est la première qui a eu lieu en 2004. Dis-moi pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là? Bah déjà, tu spoil, parce que tu mets la grille de départ et tu mets les dernières places sur la grille. Et ben écoute, sur cette année 2004, je crois qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est une piste, la piste de Losail, c'est un circuit qui, sur les premiers jours de l'épreuve, est très poussiéreuse, avec beaucoup de sable. S'il n'y a pas eu de roulage juste avant ou autre, c'est compliqué, il faut laver la piste, donc et ça peut poser problème, notamment au départ. S'il y a une petite tempête de sable le soir, par exemple, la veille du départ, effectivement, il y a du sable qui s'est déposé sur la grille de départ. Et écoute, en 2004, apparemment, hein, maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'était voulu ou pas voulu? Mais l'équipe de Valentino Rossi, en tout cas son staff, a été surpris en train de faire des burns avec des scooters sur la grille de départ, sur sa position sur la grille de départ, pour mettre un petit peu de gomme et éviter qu'il patine au départ, sachant que l'électronique n'était surtout pas aussi bien aboutie, en tout cas au départ, que ce qu'on a aujourd'hui avec les all-shot device et électronique. Et donc apparemment l'équipe Repsol, de mémoire, hein, l'équipe Repsol a porté réclamation, justement, voilà, pour soupçon de tricherie, et donc Rossi a été pénalisé. Alors c'était 6 secondes, hein, c'est ça? Je crois que C'est ça. Secondes de Sur le pénalité. temps de qualification. Et je crois que c'était Gresini, l'équipe qui a porté réclamation. Gresini Ok. Honda à l'époque. Ok, donc du coup, on va dire Honda, qui a porté réclamation, et sauf que, écoute, tu vois, on voit bien qu'il n'est pas dernier, Rossi, et donc apparemment Biaggi, pareil, aurait été surpris en train de laver son emplacement de la grille de départ. Et donc là, c'est apparemment l'équipe de Rossi, je crois, de mémoire aussi, qui a vraiment porté réclamation, et qui, du coup, Biaggi a été pénalisé lui aussi à son tour. Voilà, donc c'est juste ce petit épisode un peu marrant de ce premier Grand Prix du Qatar. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je voulais juste revenir sur cette petite anecdote de ce Grand Prix. Allez, on passe à la suite. Là, c'est la mienne. 2007, la première de Stoner et Ducati, donc Grand Prix du Qatar 2007. Stoner est passé chez Ducati, la Ducati officielle, le team italien. Premier Grand Prix, et il va gagner face à notamment Valentino Rossi, qui de mémoire termine deuxième ce jour-là. Impressionnant, c'est la première de Casey Stoner en MotoGP aussi, parce qu'en 2006, il était rookie, mais il n'avait pas gagné sur la Honda de l'équipe LCR. Ça m'avait marqué, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait cette longue ligne droite à Losail, et je m'étais dit, j'étais encore très jeune à l'époque, c'est grâce à la ligne droite, mais Ducati ne va pas faire une saison tonitruante comme ça. D'ailleurs, le Grand Prix suivant en Espagne, Stoner termine 5e et Rossi gagne. Donc on se dit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais sauf que ensuite, Stoner se met à gagner un peu partout et à remporter le titre de champion du monde de 2007, le premier de Ducati en MotoGP, qui devra ensuite attendre longtemps avant d'avoir son second. Voilà une course qui, pour moi, est restée historique pour toutes ces raisons. La troisième, c'est la tienne. 2013. Mais écoute, après, voilà, il a fallu en choisir 3. Donc après, bien sûr, il y a peut-être d'autres bastons que je loupe, hein, mais effectivement, l'arrivée de Marquez en MotoGP, voilà, en 2013, voilà, on savait que c'était, après les tests hivernaux, on savait que ça allait être quelqu'un de prodigieux, et effectivement, en première course, il commence déjà à tenir tête à l'ancienne génération, on va dire.
là, c'est pour ça qu'on voit un peu ce changement de génération entre Rossi, Lorenzo, Pedrosa, qui sont là et qui, lui, commencent à leur tourner tête. Et donc là, ce que je voulais dire, c'était que ça rejoint un peu ce qu'on a vécu l'année dernière avec un Acosta qui tient tête à un Marquez. Pareil, voilà, tu vois, qui n'hésite pas à faire des dépassements. Voilà, ça se battait pas pour le podium l'année dernière, mais voilà, on a ce petit changement de génération en 2013, et c'est à partir de là où on va dire que tout a commencé. Alors pour Marquez, mais aussi après la rivalité Marquez-Rossi, Marquez-Lorenzo. Voilà, on se souvient des épisodes à Jerez. Enfin voilà, des choses qui marqueront, qui marquent l'histoire du MotoGP. Mais qui marque l'histoire du MotoGP aujourd'hui. Donc cette course-là, pour moi, elle est à revoir parce que c'est l'une des voilà, l'arrivée de Marquez en MotoGP. Donc le petit jeune qui vient essayer de mettre à mal un peu les 4 fantastiques, quoi, à l'époque. Alors les 4 fantastiques, là, à l'époque, il manquait Stoner, mais il y avait Lorenzo, Rossi, Pedrosa, et il venait mettre un petit coup de pied là-dedans et voilà, perturber un peu tout ça. Et de mémoire, Rossi termine 3e devant Marquez qui finit 4e. Non, il fait podium pour sa première course. Marc Marquez ah ouais, tu as sûrement raison. Ah, tiens, regarde, je vais vérifier en direct, comme ça, tac, une petite seconde, ça vous permet de... Vous voyez, Marquez... Ah, pardon, ça c'est 2014. Hop, on est en 2013. Qu'est-ce qu'il nous fait? Et il avait raison, le statisticien, c'est Lorenzo qui remporte la course devant Rossi et Marc Marquez. Voilà. Et Pedrosa derrière, je crois, hein, c'est ça. En tout cas, sur l'image, il est juste derrière Dani Pedrosa, qui déjà se faisait dominer par son jeune et fougueux coéquipier. Exact. Eh bien, on va rester dans le Marquez. Ça, c'est celle que j'ai choisie, la 4e. Ma 2e. 2018-2019, Dovizioso face à Marc Marquez. Les Grands Prix du Qatar, en fait, c'est devenu à cette époque-là un classique entre l'Italien et l'Espagnol. Se bagarre jusqu'au dernier virage du dernier tour. Et Dovizioso avait réussi à l'emporter, puisqu'on vous remontre très très vite, hop, le palmarès. Vous voyez, Dovizioso vainqueur en 2018 et 2019 avec Ducati. Alors déjà, personnellement, moi, c'est un beau souvenir parce qu'en 2019, c'est la première fois où je vais au circuit de Lusail et voir les motos passer à 350 km/h, c'est quelque chose d'inoubliable. Et ensuite, bagarre superbe jusqu'au dernier virage du dernier tour. Et finalement, ça illustre un petit peu, ces courses-là illustrent l'histoire du circuit, du Grand Prix du Qatar. C'est qu'avec cette longue ligne droite, tu ne peux pas vraiment t'échapper. Et souvent aussi, ça se joue à cet endroit-là. D'ailleurs, je crois que tu as une stat à nous dire, non, sur l'histoire des courses serrées, les courses les plus serrées de l'histoire au Qatar. Ouais, oui, écoute, si on prend Doha 2021, je vais y revenir juste après, parce que je spoil un petit peu mon... C'est vrai. Alors non, ne spoil pas. Alors, je dirais, vas-y. Mais voilà, donc c'était... Et surtout, Marc Marquez, qui en fait, par 2 fois, est vaincu pour quelques millièmes. Donc c'est une piste qui lui résiste. Et dans l'ensemble, cette image résume aussi les saisons 2017 à 2019, où Dovizioso était un petit peu le pilote qui essayait de tenir tête à Marc Marquez. D'ailleurs, il y a une super vidéo, on essaiera de vous la mettre dans la description, des affrontements Dovizioso-Marquez, parce qu'il y avait eu Spielberg. L'Autriche, oui. C'est ça, il y avait eu la Thaïlande aussi, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, il y a eu pas mal de rivalités. C'était l'un des adversaires le plus redoutable de Marquez de 2017 à 2019, quoi. Et le moment où Ducati commence à faire son apparition à son retour sur le devant de la scène. Oui. Allez, on y va pour la tienne, ta dernière, le doublé des Français en 2021, le Grand Prix de Doha. Ouais, écoute, voilà, hein, t'as le titre sous les yeux. Écoute, c'était une course folle, surtout de se dire qu'on a deux Français sur le podium. Alors déjà, c'était déjà un peu, déjà historique, mais ensuite, avoir un doublé français, là, c'était jamais arrivé dans l'histoire du MotoGP, donc dans l'histoire de la catégorie Rennes en général, et voilà, donc c'était un super Grand Prix. Aussi parce que c'était le plus serré de l'histoire, parce que si on prend le top 15, entre Fabio Quartararo et le 15e, on a un petit peu moins de 9 secondes d'écart. Donc t'imagines, c'est moins d'1 seconde par moto, c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, les courses sont peut-être un petit peu moins serrées, on va dire, mais voilà, à cette époque-là, il y a 4 ans, c'était incroyable de se dire qu'il y avait 15 motos en un espace de 9 secondes, quoi. Donc, on va espérer le même destin pour le Grand Prix du Qatar 2025. Exactement, puis surtout, c'est avoir tous les constructeurs un peu représentés, parce qu'en 2021, il y avait aussi des Suzuki, il y avait
Tu vois, c'est quand on parlait des circuits qui ne correspondent pas forcément au profil des machines, tu vois, bah, les Suzuki se battaient aussi pour le podium à ce moment-là. Donc sur un 4 cylindres en ligne qu'on pourrait croire qu'était un petit peu à la rue en ligne droite, bah non, pas du tout, elles étaient là. Donc voilà. Et ben, on termine avec la dernière, ma troisième, 2023, la victoire de Fabio Di Giannantonio. Alors pourquoi il choisit celle-là? Parce qu'elle résume, pour moi, l'importance du mental en MotoGP. On rappelle que Di Giannantonio a appris quelques semaines avant qu'il allait perdre son guidon en MotoGP, remplacé par Marc Marquez dans l'équipe Gresini. Il avait jusqu'à présent pas vraiment réussi à performer en MotoGP, souvent entre la 8 et la 15e place. Et là, il apprend qu'il perd son guidon et on commence à le voir aux avant-postes. Il fait podium en Australie, c'est ça, Thomas? Oui, c'est ça, exactement, son premier podium. Voilà, il y a cette espèce de déclic, et puis il va jusqu'à gagner au Qatar, à battre Francesco Bagnaia. En plus, il part pas devant, il me semble, hein, parce qu'il remonte sur Pecco et il va le battre. Enfin, en tout cas, voilà, Et l'importance du surtout, mental. et Oui, surtout bah, là, quand tu dis mental, c'est surtout le fait d'aller chercher un Bagnaia qui, lui, se bat pour le titre, vraiment. Et lui, il n'a pas hésité à, voilà, à essayer de le malmener un petit peu, mais en tout cas, à montrer qu'il était au-dessus, parce que clairement, une fois qu'il est passé, Bagnaia n'a pas cherché non plus à essayer de répliquer, même s'il a fait un tout droit à un moment donné, enfin une petite goutte d'eau. c'est vrai. Di Giannantonio était au-dessus sur ce Grand Prix, et donc c'était sympa à voir, effectivement. Et c'est le moment en fait où il sauve sa place en MotoGP un peu, parce qu'il est signé chez VR46 quelques jours, quelques semaines plus tard. Il y est toujours aujourd'hui. Il a fait podium tout récemment à Austin. Donc voilà, la transition était belle pour vous parler de la prochaine vidéo à venir dans la semaine sur donc, le contexte de ce Grand Prix du Qatar avec les pilotes 2025, le championnat, un nouveau leader, Alex Marquez, etc., etc. Thomas, il me reste à te remercier pour ces quelques minutes passées en ta compagnie. Merci aussi à tous ceux, Plaisir. à celles et ceux qui nous regardent, qui commentent, qui s'abonnent, etc., etc. N'hésitez pas pour tout ce qui est réactions, suggestions, questions aussi. Voilà, on peut répondre à vos questions dans la prochaine vidéo à venir. 26 minutes, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, c'est un Ouais, bon chiffre bah pour tiens, sponsoriser. non, bah attends, regarde, 27, comme ça on a la victoire, la première victoire de Stoner Ah ben voilà. au Qatar. À très vite. Merci. Salut!